Ok, bonjour à toutes et à tous. Et merci donc d'être venus aujourd'hui à ce cours numéro 5 de chimie radicalaire où on va en fait quitter un peu le monde des chaînes radicalaires classiques pour entrer dans les transferts d'électrons et donc la chimie redox et la catalyse redox. Alors juste avant quand même de revenir à ça, on va passer par une chimie qui n'est pas expressément du redox, qui est la substitution homolytique radicalaire. Et donc, contrairement aux réactions ioniques, type SN2, voire même SN1, ce type de mécanisme en chimie radicalaire, où un radical attaque un site, puis expulsion d'un autre, un leaving group, sont extrêmement rares, surtout quand il s'agit d'un atome de carbone. Donc, c'est contraint à un certain nombre de systèmes très limités. Quand on parle bien d'un carbone ici, et notamment des composés cycliques généralement tendus. Donc voici quelques exemples où on peut ouvrir un cyclopropane particulièrement activé ici avec des radicaux eux-mêmes très très réactifs, donc un radical Cl ou un radical Br. Et donc on a une réaction par contre dont le mécanisme est vraiment une attaque en anti, qui s'apparente un peu à une SN2, et donc globalement le radical vient peupler l'orbital sigma étoile de cette liaison carbone-carbone, et puis donc on obtient ces produits de façon stéréosélective. Là où c'est intéressant, c'est de voir que finalement cette chimie, par exemple d'ouverture des propélanes, donc les propélanes c'est ce type de motif, très contraint, beaucoup d'énergie, dont on voit maintenant beaucoup d'applications en catalyse photoredox, en fait, était connu depuis très longtemps par les travaux de Mitchell, Wiberg, Bentroud, Semis, où globalement on peut les ouvrir par un radical, où une fois de plus on casse dans ce cas-là cette liaison carbone-carbone centrale, et on peut fonctionnaliser ce radical par le groupement X qui était présent sur le produit de départ, où le radical peut réagir une autre fois avec un autre propélane, et on a une fonctionnalisation finale. Donc finalement, la fonctionnalisation possible de ces propélanes est assez variée. Et globalement, vous pouvez revoir cette chimie, mais sous un angle catalyse photoredox, qu'on verra d'ailleurs dans quelques temps, beaucoup plus récemment, en JACS 2023. Et c'est peut-être d'ailleurs annonciateur de quelque chose, c'est qu'une bonne partie de la catalyse photoredox va juste en fait verdir certaines réactions mais qui étaient connues. Donc il faudra faire, quand on va attaquer la catalyse photoredox, on essaiera de faire la part des choses entre ce qui est vraiment nouveau en termes de réactivité et ce qui est juste une reprise d'anciennes choses. Alors, ce qui est important, pourquoi je vous parle de la substitution? Parce qu'en fait, on va passer à un autre type de substitution. Donc là, on était en série alkyle, on a un carbone globalement sp3, mais on va passer sur des carbones sp2 et notamment une substitution sur un noyau aromatique pour former dans ce cas-là des biaryls. Et la réaction classique et historique, c'est la Gomberg-Bachmann. Alors Gomberg, si vous vous rappelez, ses premiers travaux, c'est 1900. Donc là, globalement, on est sur une réaction du début du XXe siècle, qui a été revue dans les années 50 dans ce ChemRev. Le mécanisme, d'ailleurs, de cette réaction est assez original, puisque globalement, on passe le OH- ici s'additionne sur ce diazonium, et puis en fait, on a un mécanisme d'ailleurs en chaîne qui est assez intéressant. Mais la question qui se pose ici principalement, c'est comment réaromatise-t-on ce radical? Puisque globalement, on additionne sur le noyau aromatique, on forme un intermédiaire de ce type-là, et globalement, comment on revient ici. On réalise bien que la force motrice ici est très importante parce que quand vous recouvrez l'aromaticité du système, vous gagnez 40 kcal. Mais globalement, quel est le mécanisme réellement de ce type de réaromatisation? Donc ici, on pourrait regarder de plus près ce mécanisme. En fait, un radical vient arracher l'hydrogène ici, mais on va voir en fait qu'il y a d'autres types de possibilités. Alors, première chose, l'addition des radicaux aryl sur les arènes est relativement rapide, 10 puissance 5, M-1, S-1, donc c'est pour ça que c'est une réaction qui marche assez bien. Et il faut comparer cette cinétique à celle des radicaux alkyles, qui est, elle, quand même beaucoup plus lente. Et donc, ça sera beaucoup plus dur d'additionner un radical alkyle sur un noyau aromatique, sauf en intramoléculaire. En intramoléculaire, on va gagner en vitesse, mais en intermoléculaire, c'est une cinétique qui est beaucoup plus lente. Donc c'est des cinétiques qui ont été données principalement par les travaux de Minici,
dont on va reparler de sa réaction, qui est une réaction très importante de fonctionnalisation de pyridine, principalement. Donc plusieurs questions. Comment additionner des radicaux sur les aromatiques? Pourquoi ça marche alors qu'on casse l'aromaticité initiale? Et comment on réaromatise? Donc voici les questions qu'on va aborder et en quoi ça nous amène au photoredox. Alors finalement, je me suis dit qu'un bon cas d'école, c'est ce que nous on avait fait au laboratoire il y a quelques années dans cette suite de réactions. Donc en fait, on avait un précurseur de ce type-là. Donc là, on est dans des conditions classiques hydrodétain, mais avec un excès important d'AIBN. L'AIBN, comme vous le voyez ici, n'est pas innocent. On en met une quantité de l'ordre de 1,5 équivalent. Et on obtient ce produit, qui n'est pas exactement le produit qu'on devrait attendre, si on regarde bien. Puisque le produit qu'on devrait attendre, ici, il va y avoir une double liaison. Et en fait, on a une liaison simple, on a réduit cette double liaison. Et donc ça, c'était assez étonnant. Évidemment, il a fallu qu'on confirme cette structure. Ici, on devrait avoir un vinyle, et donc on a ce méthyle. Donc d'où vient, en fait, l'hydrogène, le H2, qui a réduit ce méthylène? Alors première chose, quand on travaille dans les conditions avec hydrodétain, ce qui est très simple, c'est d'utiliser l'équivalent de deutérier, parce que ça vous permet de connaître la dernière position du radical. Et donc globalement, on a pu voir que le deutérium ici s'implantait ici. Et donc, ça veut dire que le dernier radical était là. Et maintenant, si on part d'un composé où les deutériums sont présents sur l'aromatique, mais on utilise le BU3SNH, le deutérium, lui, est introduit ici. Donc, globalement, c'est le H2 qui s'additionne ici. L'un des hydrogènes vient de l'étain, l'autre vient du noyau aromatique. Donc, clair de chose, un mécanisme qui était assez inhabituel en chimie radicalaire. Et donc, on a voulu examiner ça d'un peu plus près. Donc, si on regarde bien les étapes élémentaires, on forme avec le BU3SN point d'abord un radical vinyle. Et puis ensuite, ce radical vinyle s'additionne sur cette inamide, N-cyanamide, pardon, donc ça c'est une N-cyanamide. Le radical amino, lui, cyclise sur le noyau aromatique. Et on arrive à cet intermédiaire ici qui va évoluer vers celui-là. Alors, quels sont les chemins possibles pour évoluer de ce radical? Alors, on peut imaginer éliminer un H point comme ça qui vient s'additionner et puis on réduit à l'hydrodétain. Alors, ça serait une bêta-élimination de H point. C'est un procédé a priori qui peut se concevoir parce qu'on réaromatise, mais engendrer un H point comme ça seul, c'est peu probable. C'est une espèce quand même qui est assez haute en énergie, donc même si on peut l'écrire, c'est quand même quelque chose qui reste dans le domaine de l'improbable. Une autre possibilité, c'est qu'en fait, le radical ici, donc qui a un caractère relativement persistant, hein, c'est un radical qui est stabilisé, il est conjugué par le système diène ici, il est conjugué par le carbonyle ici. En fait, il est suffisamment persistant pour réagir avec une autre molécule finale, et c'est là qu'on donne l'hydrogène, le H point, dans un mouvement, dans une réaction globalement de type concerté, et donc on forme le même radical qui est ensuite réduit. Donc soit en gros une bêta-élimination en termes de mécanisme, soit un transfert bimoléculaire. Alors pour trancher entre ces deux possibilités mécanistiques, on fait ce qu'on appelle globalement une réaction de labeling. Donc on va marquer avec des isotopes différents nos deux substrats. Donc on va partir d'un substrat qu'on va reconnaître ici qui a un méthoxy mais où il n'y a que des hydrogènes. Et ici on va avoir un substrat qui est différent structurellement, mais où il n'y a que du deutérium. Et à la fin de la réaction, on regarde les produits. Et ce qu'on voit sur ce substrat ici, c'est que globalement, on a eu incorporation de deutérium qu'il n'y avait pas au départ. Donc ça veut dire qu'un des deutériums ici est intervenu sur ce produit-là. Et réciproquement, si on regarde ici, on voit qu'on a de l'hydrogène qui a été incorporé, et donc qui vient a priori de ce noyau aromatique. Donc globalement, ce qu'on peut dire, c'est vraiment que cette réduction, elle n'est pas intramoléculaire. On a des scrambling, on a des réactions, des échanges, et donc on a vraiment un processus intermoléculaire. Donc, on a quelque chose où on a un don de H point intermoléculaire, mais dont on va préciser un petit peu la nature. Si par exemple, on met un accepteur de ce type-là très activé en excès, ce que l'on voit, c'est que, et là qu'on part d'un précurseur de deutérier, on va dans ce cas-là piéger le deutérium ici avec un très bon rendement,
avec un bon taux d'incorporation, et on obtient le produit, on va dire, attendu. Okay. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que la délivrance de deutérium va se faire préférentiellement sur cet accepteur qui est présent à 5 équivalents, beaucoup plus que sur ce produit-là qui est le produit formé. Donc, globalement, on a pu montrer donc, la nature de ce don d'hydrogène. Et pourquoi c'est intéressant? En fait, globalement, se pose toujours la question de ces problèmes de rarematisation donc on en revient toujours à cette question, qui est globalement le scavenger de l'hydrogène ici qui va être éliminé, puisque a priori on ne le forme pas de façon libre dans la réaction. Et donc, ce qu'avaient pu montrer certains groupes, c'est que par exemple, si on partait d'un AIBN légèrement modifié, ici, on va se mettre dans des conditions donc, classiques de cyclisation radicalaire. On va former le radical acyl, donc ce radical CO point. Il s'additionne sur le... Donc on peut écrire un intermédiaire de ce type-là. Hein. Donc on forme ce radical intermédiaire ici, qui donc va devoir expulser l'hydrogène qui est ici. Et globalement, la meilleure façon qu'il a de le faire, c'est de l'expulser sur le système diazo de l'initiateur, donc dans un mouvement globalement concerté. Et donc on va avoir former ce produit ici, hydrogéné, qui va être lui réduit, le radical correspondant va être réduit par l'hydrure d'étain. Donc c'est pour ça que toutes ces réactions de substitution homolytique aromatique ont besoin de transiter de fonctionner avec un équivalent d'initiateur, voire même plus annexé. Donc ça a été confirmé par d'autres labos. Donc les composés diazo, arrachent l'hydrogène de l'intermédiaire cyclohexadienne, et c'est ce qui conduit à l'aromatisation. Donc ça, c'est le cas où on fait une substitution homolytique sur un aromatique au niveau hydrogéné. Qu'est-ce qui se passe maintenant si votre noyau aromatique est, par exemple, les positions ici sont bloquées, elles ne sont pas hydrogénées? Est-ce qu'on peut quand même réaromatiser? Donc la réponse est oui. Et dans ce cas-là, ce que nous, on a pu montrer, en utilisant toujours finalement le même substrat, qui est assez intéressant, c'est que le groupement R va migrer. Il va migrer du groupement aromatique ici jusqu'à cette position-là. Et donc le mécanisme ici, c'est qu'on transite par ce radical, mais dans ce cas-là, le radical est suffisamment stable pour être bêta-éliminé. Donc là, on va plutôt avoir une bêta-élimination, une vraie bêta-élimination, et le radical ensuite va s'additionner sur la double liaison. Donc c'est vrai pour un méthyle, c'est vrai évidemment pour un isopropyle. Dans ce cas-là, ça marche même un petit peu mieux, 52%, parce que le radical est un petit peu plus stable. Si vous avez une compétition entre un hydrogène et un méthyle, en fait, la substitution se fait principalement sur le site hydrogéné, par le mécanisme qu'on a vu avant. Mais on peut aussi faire migrer un CF3. Un CF3 est suffisamment stable pour voyager. Donc dans ce cas-là, on a vraiment une vraie bêta-lamination. C'est-à-dire que contrairement à tout à l'heure, on a vraiment on a un groupement, un leaving group, et donc on va avoir ce mécanisme où on forme le noyau aromatique plus le radical partant. Et les groupements partants ici peuvent être variés. Donc on a vu méthyle, isopropyle, CF3, mais ça peut être aussi même un O-méthoxy. Et ça peut même être un F point, d'après les travaux par exemple de Samsar, ou même celui-ci, on a une élimination de F point. Donc ça, c'est le cas où on attaque, le radical attaque en bêta de la liaison entre le groupement aryl et le carbone ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on attaque ici, c'est-à-dire sur ce carbone qui porte l'aryl? Globalement, dans ce cas-là, on peut avoir une migration de l'aryl. Et donc, on peut faire des composés biaryl. Donc, ce que vous voyez ici, c'est qu'on va avoir formation du radical aryl,
il va passer par cet intermédiaire qui, lui, va bêta-éliminer pour former ce radical, et ensuite on hydrogène, et ça marche. Alors les rendements sont relativement modestes, mais c'est assez classique dans ce genre de chimie, mais on a formé un composé biaryl, ici, fonctionnalisé. Un autre exemple, ici, on va former le radical aryl, il va s'additionner sur cette pôle, ici, donc c'est ce qu'on appelle une substitution ipso. Et cette substitution ipso, c'est-à-dire qu'en fait, on substitue à l'endroit où il y avait un substituant avant, permet d'obtenir dans ce cas-là ce radical, ce biaryl, et ce radical silyl qui va être hydrogéné. Évidemment, le fait que ce radical soit silicium, centré sur le silicium, conduit à une certaine stabilisation, parce que les radicaux silylés sont particulièrement stables. Il va être hydrogéné, puis après, avec un coup de méthyllithium, on va casser la liaison oxygène-silicium et on va obtenir cet alcool à 71% de rendement. Bon, des synthèses comme ça de biaryl, il y en a beaucoup, dans d'autres conditions aussi. Voici encore quelques exemples. Ici par Aroven, qui a par exemple fait ça 2 fois en une seule opération. Il arrive à faire ce composé triaryl, où une fois de plus, le radical va s'additionner sur ce carbone, ça bêta-élimine, et on va former un radical au CH2 point qui est hydrogéné, et ça on le fait 2 fois, et 67% de rendement pour former ce composé. On peut aussi faire des réactions où on va par exemple transférer en série alkyle un aryl, et donc dans ce cas-là il suffit de faire une addition sur le carbone par exemple d'une aryl sulfone, en fait là c'est une aryl sulfonate. Et là, dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir la bêta-élimination, on va former le radical correspondant. Et ce radical, en fait, va être hydrogéné. Et ça, en fait, ça va évoluer, ça va perdre le CO2, le SO2, pardon, et on va former ensuite l'alcool. Ce qui est important ici, c'est de voir que cette réaction, elle est diastérosélective, c'est-à-dire que globalement, on contrôle globalement l'entrée de l'aryl grâce à cet état de transition à 6 chaînons en état de transition chaise, où on minimise les interactions stériques, on met tous les substituants ici en équatorial, et donc on va obtenir ce produit de façon, comme vous voyez, les diastérosélectivités sont plutôt bonnes. Les rendements restent modestes, une fois de plus, parce qu'en fait, le problème, c'est le devenir de ce radical ici, centré sur le soufre. Il y a un certain nombre de réactions parasites potentielles, et notamment le fait que le produit ici, en fait un produit comme ça, peu importe ce qu'il y a là, va réagir de façon polaire avec l'hydrure d'étain. Globalement, on va former un dérivé comme ça et on va libérer du dihydrogène parce que ce proton est assez acide et en fait il va protoner l'hydrure d'étain. Et donc ça mange de l'hydrure d'étain, donc c'est des réactions qui ne marchent pas très bien. Autre application, on peut faire migrer des groupements aryl en position 1,2. Dans ce cas-là, la cinétique est relativement lente. 10 puissance 2, donc c'est quand même vraiment un réarrangement qui est lent, c'est un réarrangement ce qu'on appelle néophile. Et donc là, on a une application en série xanthate, dans des conditions en fait, thermiques ici,
Donc, pour comprendre le mécanisme, en fait, il faut bien voir qu'on va former d'abord le radical, ce radical-là. Donc ça, c'est le radical qui est formé, relativement stable, qui va s'additionner sur ce partenaire. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir cette addition. Okay. On va former, vous voyez en fait assez bien l'évolution possible. Donc, on a le radical qui est ici. Oui, c'est ça. Et ensuite, en fait, ce qui va se passer, c'est que ce radical va attaquer le noyau aromatique et va faire la substitution homolytique pour faire migrer l'aryl. Et on va maintenant créer un radical ici qui va en fait éliminer, à la fin, on va éliminer ce radical-là, d'accord, qui lui-même en fait évolue en méthylpoint plus SO2. Et c'est le méthylpoint qui va propager la chaîne radicalaire. Et donc ça nous donne le produit final qui est là, avec une double liaison conjuguée. Okay. Voilà, donc ça c'est au niveau des substitutions homolytiques aromatiques. Et donc, comme je vous ai dit, il y a une réaction qui est particulièrement intéressante et qui va nous amener petit à petit vers le redox. C'est la réaction de Minici. Alors, Minici, c'est les travaux des années 70. Ce qu'il a découvert déjà, c'est que ce que je vous ai dit, c'est qu'un radical alkyle classique s'additionne en fait assez lentement sur un noyau aromatique. Mais par contre, si vous prenez un aromatique appauvri, électrophile, comme un pyridinium ou une quinoxaline protonée, donc des hétérocycles protonés, vous allez avoir une vitesse d'addition très élevée. Donc, profitant de ça, il suffit de trouver des bonnes conditions pour en fait additionner le radical. Et donc, par exemple, ce qu'il a trouvé, c'est qu'en mettant des sels d'argent, un suroxydant qui est cet ammonium persulfate, peroxydisulfate, en milieu acide, on peut faire des réactions de substitution sur les pyridines, quinolines, quinoxalines et ainsi de suite. Et donc le principe de ça, c'est basé sur d'abord une découverte de Cauchy, c'est qu'en fait l'argent peut être oxydé par ce peroxydisulfate en argent 2. Et cet argent 2, lui, va permettre d'oxyder un acide carboxylique en radical R- plus SO2 et ainsi de suite. Donc globalement, on forme un radical qui va s'additionner ici, et puis on va voir après l'aromatisation. Donc c'est une réaction qui est quand même assez utile parce que, comme vous le savez, les composés pyridines sont des noyaux de base d'un certain nombre de médicaments. Mais évidemment, le problème qu'on a, c'est la régiosélectivité, parce qu'on peut avoir des problèmes de sélectivité assez importants. Donc si vous prenez par exemple cette quinoline ici, vous voyez qu'en fait vous pouvez avoir de l'alkylation en 2 et en 4
même si le rendement est très bon. Et globalement, on a un mélange du produit 2 et 4 à 61%. Donc on a vraiment un problème de sélectivité ici. On peut être très sélectif dans ce cas-là, parce que là, la position, globalement, il n'y en a qu'une seule qui est vraiment offerte. C'est pareil, si au niveau de la pyridine, là, on va avoir un mélange de toutes les possibilités, avec pas mal de polyalkylation. Et là, par contre, ça peut être très propre. Néanmoins, c'est une réaction qui a été encore assez développée, et donc qui réside sur l'utilisation de l'argent pour oxyder l'acide carboxylique et d'un suroxydant pour le réengendrer. Donc c'est pour ça qu'on arrive à... Donc le principe ici, c'est qu'on oxyde de l'argent 1 en argent 2, qui permet de faire la première oxydation. Ce R point s'additionne sur le noyau aromatique qui est très électrophile, alors que le radical, lui, est nucléophile. Et ensuite, l'argent 2, qui est réengendré une deuxième fois, nous permet d'oxyder, en fait, de former un proton qui va partir et qui va, en fait, conduire au produit pyridinium. Et c'est comme ça que donc, la réaction marche. Donc là, on voit bien que, finalement, transiter pour ces réactions de substitution aromatique, transité par un mécanisme ionique, en fait, peut être une alternative intéressante et mieux que les réactions en chaîne à l'hydrodétain ou autres, puisqu'il faut rajouter beaucoup d'initiateurs et qu'on ne contrôle pas forcément bien. Alors que finalement, le redox, l'étape importante est réellement de contrôler cette oxydation. OK. Donc, alors, quand même, si on veut, juste pour en finir un petit peu avec ces réactions en chaîne, si maintenant vous êtes intéressé par additionner un radical quelconque sur un noyau aromatique et ne pas aller à la réaromatisation, c'est-à-dire par exemple isoler le cyclohexadiène correspondant, est-ce que c'est possible? Ça va être possible si vous utilisez un réducteur extrêmement rapide. Et le réducteur extrêmement rapide que vous allez pouvoir utiliser, c'est le phénylsélénol. Parce qu'en fait, sa cinétique de don d'hydrogène est très très rapide. Si vous vous souvenez du cours précédent, on avait montré que l'étain, c'est de l'ordre de 10 puissance 6 M-1, S-1. Au niveau quand on passe au sélénol, donc SEH, on est sur des énergies de liaison plus faibles et surtout un don beaucoup plus rapide, comme les soufres, mais encore plus rapide. Donc le principe, c'est qu'on forme le radical aryl, il s'additionne, on forme ce radical cyclohexadiényl qui est piégé par le sélénol, et puis ensuite on a globalement le radical sélényl qui est lui-même hydrogéné par l'hydrure d'étain, et donc ça peut refaire un tour. Et donc ce genre de choses marche relativement bien, les rendements sont modestes. Alors on a un problème au niveau du positionnement de la double liaison ici, mais globalement, puisqu'on a des mélanges, mais comme vous voyez, on peut avoir différents types de substrats. Il est difficile de partir du phénylsélénol comme substrat, parce qu'en fait, il s'oxyde très vite, comme tous les dérivés du sélénium. Par contre, ce dérivé-là, lui, permet de travailler avec d'engendrer in situ le phénylsélénol, et c'est pour ça que ça marche. Une autre façon de faire, c'est globalement de travailler avec du réactif de Chatzihaloglu sous atmosphère en fait, d'oxygène. Alors quand je dis sous atmosphère d'oxygène, c'est en partie faux. En fait, c'est dans un solvant non dégazé, où il y a suffisamment d'oxygène. Et dans ce cas-là, on va pouvoir additionner dans ce cas-là proprement les radicaux aryl. Parce que l'idée, c'est que le radical aryl, quand il s'additionne, on forme évidemment cet intermédiaire-là. Mais ici, le partenaire qui va servir à globalement réaromatiser, c'est l'oxygène triplé, parce que cet oxygène triplé, évidemment, est un très bon arracheur d'hydrogène, et il va arracher cet hydrogène-là. On forme donc ce produit réaromatisé, conjugué, plus ce radical-là, qui lui réagit très très vite avec le réactif de Chatzihaloglu. Donc on forme de l'eau oxygénée, et ainsi de suite. Alors c'est une réaction qui est un petit peu miraculeuse quand même, quand vous regardez bien, parce que l'oxygène qui est présent peut aussi réagir avec le radical aryl. Il peut aussi réagir avec ce radical-là, mais il réagit principalement avec celui-là. Pourquoi? Parce que lui, finalement, est relativement présent à cause de sa persistance, alors qu'eux ont des temps de vie quand même plus courts. Donc c'est quand même de la chimie qui est un peu délicate, et la généralité de ce genre de réaction est assez faible. Mais par contre, mécanistiquement, c'est relativement intéressant
voir ce genre de transformation. Et donc on en arrive à un concept qui est très important et qui va revenir plusieurs fois ensuite dans ce cours, qui est d'abord, est-ce qu'on peut coupler des radicaux de façon efficace? Dans ma leçon inaugurale, j'avais présenté ce schéma en disant que un radical, s'il est transient avec un autre radical, peut évidemment donner le produit de couplage, hétérocouplage, mais on va avoir ce gros problème des produits d'homocouplage qui vont être très compétitifs, puisque la sélectivité n'est pas évidente. Mais par contre, si maintenant on a un radical qui est très rapide, enfin dont le temps de vie est court, pardon, et un qui est persistant, alors on va pouvoir faire ce couplage, ici cet hétérocouplage, en minimisant l'homocouplage. Alors quel est le principe de ça? Alors déjà, je vous invite à lire cette revue là, qui est très bien faite, parce que Studer, c'est on va dire, des grands penseurs de cette théorie, basé sur les travaux de Hans Fischer à Zurich. Ce chapitre de livre aussi est intéressant. Et donc, pour avoir ce persistent radical effect, il faut que les deux radicaux, donc ces deux-là, soient globalement engendrés à la même vitesse, et se retrouvent, on va dire, dans la réaction, et qu'il y en ait un qui soit relativement à longue vie et l'autre qui est juste un radical normal. Alors, quel est le principe? En fait, vous engendrez vos deux radicaux, le transient et le long, et en fait, le transient, bien évidemment, il va réagir très vite avec lui-même, okay, pour former du dimère. Donc au début, vous allez sacrifier un tout petit peu de ce radical, et puis il va y avoir un moment où sa concentration va être tellement faible qu'il ne va plus pouvoir réagir avec lui-même, il va réagir avec lui dont la concentration relative a augmenté. Okay, et donc vous allez arriver à un régime assez rapide où le peu de radical qui est formé là va réagir toujours avec le persistant qui est là justement et en relativement grande concentration, et donc il ne va plus réagir par homocoupling. Donc c'est vraiment ça le principe du persistent radical effect, c'est vraiment jouer sur la cinétique. Et justement, dans cette revue, il y a des modélisations cinétiques selon les différents temps de vie des radicaux, leur concentration. Vous pouvez contrôler ce genre de réaction. Et pourquoi c'est important? Parce que quand on va faire la catalyse aussi photoredox, on va voir que parfois les couplages radicaux sont beaucoup plus présents qu'on ne pense. Le couplage radical-radical, finalement, qu'on connaît le mieux et dont on a déjà un petit peu parlé, c'est tout simplement celui-là. Hein. C'est de piéger un radical par le tempo, qui est une réaction très classique. Donc si vous avez un radical alkyle, quel qu'il soit, et que vous mettez du tempo, bah, globalement, lui est persistant. Lui, évidemment, est transient. Et ça ne vous empêche pas d'avoir au contraire, vous avez d'excellents rendements. Du produit de couplage des deux. Il est évident que si vous faites des analyses, si vous cherchiez vraiment dans le détail, il y a de fortes chances que vous ayez quelques traces de ce produit d'homocouplage, présent certainement à 1, 2, 3%. Mais globalement, la voie principale, c'est ça. Donc vraiment comprendre cet effet qu'au départ, cette réaction-là se fait, sa cinétique est très grande, on en a vu 10 puissance 10, et puis à un moment où la concentration donc, de ce radical est tellement faible, alors que lui, elle n'a pas bougé, et donc là, c'est cette réaction-là qui va prendre le dessus, et c'est elle qui va fonctionner. Donc on en arrive au procédé redox. Donc on a vu qu'il pouvait nous aider à réaromatiser, puisqu'en fait il suffit d'oxyder ce site pour en faire un carbocation, et donc on va piéger, on va perdre le proton. C'est une réaction qu'on n'a pas vue, mais on peut former un radical cétyle ici par l'étain, mais en fait le mieux c'est carrément de faire un don d'électrons tout simplement. Et donc d'une façon générale, si on réduit une fonction appauvrie en électrons, on va pouvoir former un radical. Par exemple un Rx, on va pouvoir faire un radical anion qui va fragmenter et nous donner un radical, ou donner un électron à des composés divalents, type carbonyle, principalement d'ailleurs, ester un petit peu, on va voir le cas des carboxyles.
mais on peut aussi oxyder un carbanion pour former un radical. Et dans certains cas, ce qu'on va avoir, c'est qu'il y a des réactions où globalement on fait une première réduction, on forme un radical qui peut se transformer, et puis après on va faire une deuxième réduction où on va former par exemple un carbanion, et là on pourra faire de la chimie polaire. Et donc dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle des réactions radicales polaires crossover, c'est-à-dire que globalement la terminaison, la réaction n'est pas radicalaire, mais est polaire. On va parler de samarium 2, titanium 3, et puis aussi un petit peu d'honneur organique, puisque globalement, comme vous le savez aussi, c'est intéressant de regarder des molécules qui ne sont pas métalliques pour faire de la chimie, dû toujours au problème d'approvisionnement en métaux et ainsi de suite. Alors le samarium diodide est typiquement un de ces réactifs qui permet de faire du don d'électrons, single electron. Et globalement, c'est un réactif particulièrement intéressant, né en France, par les travaux de Namy, Girard, Kagan. Donc en 1977, première publication, et un JAX en 1980. Partant donc du principe, ce samarium, on va le transformer en SMI2, qui est un puissant donneur d'électrons, puisque globalement, l'état d'oxydation préféré du samarium est clairement l'oxydation 3. Donc Henri Kagan, ici, on le voit en photo, il est membre de l'Académie des sciences. Et voici une solution de samarium diodide qui est donc d'un bleu particulièrement, on va dire, frappant, et qui atteste aussi surtout de la formation, que vous avez bien formé votre samarium diodide. C'est-à-dire que si vous n'avez pas votre solution bleue, ça veut dire que vous n'avez pas formé le samarium diodide. Généralement, ça veut dire soit il y a eu principalement de l'oxygène, typiquement, ou ainsi de suite. Alors, ce qui est très intéressant, donc ça, ces données viennent de cette revue, parce que Procter, vous allez voir, est un gros contributeur dans cette chimie qui a repris pas mal la thématique. Donc les revues intéressantes, il y a celle de Kagan en 1983 et ce Chemsoc-Rev donc de Procter. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut modéliser, on peut modifier le potentiel réducteur de ce samarium avec les additifs et évidemment les solvants. Et donc, par exemple, on peut passer de moins 0,98 à moins 1,78, vous voyez, en changeant simplement les additifs, en mettant par exemple du lithium chlorure, on arrive à quelque chose quand même qui est très réducteur par rapport au SMI2 tout court. Donc ça va être très important. Donc c'est un donneur d'électrons, monoélectrons, et dont on peut réellement, on va dire, contrôler le pouvoir réducteur en mettant des additifs qui peuvent être d'ailleurs très simples, ça peut être simplement de l'eau. On va le voir aussi une amine, alors le HMPA, qui n'est pas une molécule particulièrement, on va dire, verte, mais qui est, dans le cas du samarium, particulièrement utile. Donc ce HMPA, c'est cette formule-là. Donc hexaméthylphosphoramide, qui en fait est un très bon complexant du samarium, parce que le samarium est très oxophile, donc il adore s'entourer d'oxygène, et il va contribuer fortement à réduire le potentiel du samarium. Alors pourquoi ce n'est pas une molécule très désirable? C'est qu'en fait, globalement, c'est plutôt toxique, et ce qui est problématique, c'est que généralement il faut le distiller. C'est au moment de la distillation, on génère souvent de la diméthylamine qui est, elle, du coup, extrêmement toxique. Donc le HMPA a été souvent remplacé par le DMPU, qui est lui beaucoup moins, qui est quand même beaucoup moins toxique, qui est donc cette molécule-là. Mais bon, quand il s'agit de mettre de l'eau ou de la triéthylamine, le problème de la toxicité se pose évidemment beaucoup moins. Donc les solvants dans lesquels on peut travailler, c'est de l'acétonitrile, c'est le THF. Et qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, globalement, on peut d'abord déhalogéner tranquillement une liaison carbone-halogène. Donc le SMI2 va donner un électron, on forme ce radical. Et là, deux possibilités. Alors, selon les solvants, selon la nature du radical, il peut être hydrogéné par le solvant, mais il peut être réduit une deuxième fois. Et dans ce cas-là, on fait l'équivalent d'un carbanion.
hein, du coup, d'où cette radicale crossover, réactivité, on met un électrophile et on piège ce produit-là. Et cette réduction ici, elle est de l'ordre de 10 puissance 5, 10 puissance 6, donc c'est quand même assez rapide. Et donc on arrive facilement à l'organo-samarien, là une fois de plus, donc on peut piéger par un électrophile. Donc si on veut faire de la chimie radicalaire, la fenêtre de tir elle est là, entre le R' et le R', il faut trouver une réaction qui va battre cette vitesse de réduction. D'où le problème des additifs, c'est-à-dire que si vous mettez des additifs qui réduisent beaucoup votre samarium, vous allez rester tout de suite à la première étape. Vous pourrez pas, vous réduirez votre radical, mais vous ne pourrez pas avoir une chimie radicalaire. Donc c'est là qu'on joue au niveau de la réactivité. Et donc, comme vous le voyez, si on est dans le THF-HMPA, cette cinétique de réduction est particulièrement rapide, 6 puissance 10 puissance 6, M-1, S-1. Alors, néanmoins, alors oui, ça c'est d'autres groupements qu'on peut réduire par le samarium, et puis on va un petit peu voir après d'autres séquences. Donc on peut réduire par exemple des sulfones, donc on a un don d'électrons, on passe par sa radical anion, qui va en fait fragmenter, donc ici on perd le ArSO2-, il y a un moins qui s'est perdu, et le radical ici pour réagir avec le samarium, on forme un organosamarien, qui est donc un samarium 3, et on piège ici les protonés. Donc par exemple ici on va pouvoir passer de cette vinylsulfone à cet alcène. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est que dans certains cas, si vous vous souvenez par exemple des oléfinations de Marc de Julia, effectivement on crée un intermédiaire sulfone et c'est une bonne façon de s'en débarrasser. Il y a des travaux très intéressants donc de Skridstrup et Beau qui sont partis du principe que justement il fallait jouer avec ce compromis à la fois de la réduction de la sulfone, du groupement sulfone, mais aussi de la possibilité de faire de la chimie radicalaire. Et donc, globalement, ils ont voulu utiliser du samarium et sans HMPA pour laisser du temps au radical de réagir. Et donc, dans ce cas-là, au lieu d'avoir une phénylsulfone classique, ils ont mis une pyridylsulfone qui est en fait plus facilement réductible, d'où pas besoin d'avoir du HMPA pour le samarium. Le samarium tout seul va réduire cette liaison carbone-sulfone. On va former ce radical anomérique qui, lui, en fait, va réagir sur cette double liaison-là. Donc, on passe par un intermédiaire de ce type-là. Et puis en fait, le fluorure, lui, va venir. Donc ensuite, ça c'est réduit. Alors ça veut dire aussi, un point important que je n'ai pas dit, c'est que toutes ces réactions nécessitent 2 équivalents de samarium, puisque vous jouez toujours sur une double réduction, d'accord? Formation du radical, formation de l'anion. Donc, alors le radical, dans certains cas, peut être, comme j'ai dit, hydrogéné. Mais globalement, donc vous passez par le même intermédiaire ici, samarié, et puis vous protonez. Mais ce qui est important, donc après, pour avoir le produit final, votre fluorure va venir attaquer le silicium, et donc ça vous donne ce produit final ici. Et donc vous voyez qu'en utilisant la pyridine, la sulfone pyridine, vous doublez le rendement, et donc pas besoin de mettre du HMPA. Donc on peut jouer aussi sur les groupements réducteurs. Le samarium va vous transformer en époxyde en double liaison, ce qui n'est pas forcément hyper intéressant, mais en fait c'est juste pour appeler l'autre réducteur qui est le titanium 3 qui va nous permettre en fait, de s'arrêter à ce stade et de faire de la chimie radicalaire. Donc là en fait le samarium va très vite et globalement va réduire très facilement ce type de radicaux et puis donc on a une élimination qui est très favorable. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut faire des réactions de déoxygénation. Donc là, c'est l'inverse. Au contraire, on va au contraire peupler en HMPA. On va en mettre un large excès, 12 équivalents, 3 équivalents de samarium. Là, on est dans un milieu très, très réducteur. Mais on va, par exemple, pouvoir réduire ce benzoate qui va, en fait, ici, dans ce cas-là, fragmenter. Vous libérez ce radical alkyle qui réagit avec le samarium et donc ça protonne. Et donc on obtient un produit de déoxygénation. Ici, on déoxygène si bien que ça va pouvoir ensuite cycliser sur cette triple liaison.
Et donc, comme vous le savez, les réactions de déoxygénation, on en a déjà parlé, c'est les réactions de Barton. Souvent, elles sont conduites dans des conditions hydrure d'étain, reflux, large excès de réactifs, et ainsi de suite. Là, au moins, on peut les faire dans des conditions relativement douces. Et surtout, un ester tolyle, ici, c'est le groupement qui est activé. Et en fait, la chimiosélectivité est très bonne, hein, comme vous le voyez. Ici, on a un ester acyle, ici, un ester avec cette aromatique, et donc on réduit sélectivement celui-là. Alors le seul, évidemment, le bémol, c'est les conditions où 12 équivalents de HMPA, c'est pas particulièrement 3 équivalents de samarium, c'est un petit peu, on va dire, un peu lourd. Donc maintenant, voici donc des expériences variées où on va pouvoir utiliser ces radicaux qui sont issus du samarium. Donc ici, une simple cyclisation 5-hexotrigue. Donc vous voyez qu'il est diastéréosélective. Et en fait, ça, c'est assez logique. Ça correspond au modèle de stéréosélectivité qu'on a vu précédemment, qui est vraiment le Beckwith-Hooke classique. Donc, on a une chaise de ce type-là. Hein. On va former ce radical. Et globalement, ici, on a l'hydroxy qui est là. Cet acétal qui est là. Et donc, l'ester. C'est un terbutylester. Et donc, on va avoir le radical ici qui va cycliser comme ça, en pseudo-chaise, et donc qui va nous conduire à ce groupement alkyle-ester, donc sur la face supérieure. Et donc globalement, vous pouvez retrouver ces sélectivités assez facilement. Là, c'est un 6-hexotrique, donc c'est un petit peu compliqué. C'est vrai que pendant un moment, les gens mettaient des additifs aussi dans le samarium, type nickel, des choses comme ça, pour favoriser des sélectivités. Ce n'est pas toujours quand même complètement évident des rôles de chacun. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'on peut vraiment piéger l'organosamarien par un électrophile de type carbonyle. Donc ici, c'est une cyclohexanone. Donc ici, on forme le radical est réduit en anion, okay, et cet anion réagit avec un carbonyle. Et comme vous le voyez, cet anion, il est quand même très, on va dire, peu réactif, parce qu'il ne réagit pas avec l'ester de départ, il réagit sélectivement avec la cyclohexanone. Donc ce n'est pas un lithien, c'est vraiment pas du tout la réactivité d'un lithien, c'est plutôt une réactivité de type zincique, et encore, c'est quelque chose quand même qui est très modéré en termes de réactivité. Juste pour vous montrer qu'on peut faire des cyclisations un peu, on va dire, folles, voire exotiques, par exemple, ces travaux de Pierre Sinaï, qui était un chimiste des oligosaccharides, aussi membre de l'Académie des sciences d'ailleurs, et qui a travaillé sur cette chimie du samarium ici pour faire des cédisaccharides. L'idée de faire des cédisaccharides, c'est que c'est des molécules qui vont être métabolisées de façon distincte parce qu'il n'y a pas d'oxygène dans le lien, donc elles vont être beaucoup plus résistantes vis-à-vis d'un certain nombre déjà du milieu acide et ainsi de suite. Et donc comment les faire en utilisant le samarium, une fois de plus, là dans ce cas-là, on réduit quand même la phénylsulfone, mais il y a du HMPA comme vous le voyez. Le radical ici va cycliser en 9 endotrigue pour former cet intermédiaire, puis ensuite, en présence d'un fluorure, on va casser ces liaisons oxygène-silicium et libérer le produit. Il y a un point qui est extrêmement important, c'est la concentration. Ici, comme vous le voyez, on travaille en milieu très 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 dilué. Pourquoi? Parce que là, on est sur une cyclisation qui est quand même difficile. Le 9 endotrigue, c'est une cyclisation dans la cinétique qui est très très lente, donc en étant en milieu dilué, globalement, on va minimiser les additions intermoléculaires, parce que le radical que l'on forme ici pourrait, par exemple, s'additionner en intermoléculaire et ainsi de suite. Donc là, on favorise vraiment l'intra en se mettant en milieu très très dilué. Voilà d'autres exemples ici de crossover reaction où on va piéger l'organosamarien avec des électrophiles. Donc, comme j'ai dit, il y a toujours la possibilité aussi de réduire le radical ici par le solvant, mais globalement, cette réduction-là est très rapide.
Donc selon les électrophiles, on peut par exemple ioder, on peut sélénier, on peut alkyler, on peut sulfurer, on peut stanyler, et ainsi de suite. Donc c'est une chimie quand même qui est assez riche et qui rajoute cette composante. Application à des molécules un petit peu fonctionnalisées. Donc il y a par exemple ces pénitrèmes, là c'est une famille de produits naturels avec un spectre assez large d'activité. Et par exemple, on peut y accéder au moins au squelette par cette cyclisation ici sur ce cyclobutène. Et puis par exemple, piéger le radical par le SMI2, on fait l'organosamarien. Et puis cet organosamarien, on le piège avec l'acétone et donc on obtient ce produit. Qui n'est pas le produit naturel, mais enfin qui permet d'envisager une synthèse totale du produit naturel. Alors les mécanismes de ces réactions, notamment dans le cas de la réaction de Pinacol, donc, globalement, on va réduire un carbonyle par le SMI2, donc ça c'est très facile. C'est facile, mais ça peut être réversible hein, déjà. Ça c'est un point qui est important. Ce radical a un caractère de persistance relativement important. Et globalement, ensuite, il va réagir, il va dimériser pour fournir le couplage de Pinacol. Mais là où c'est intéressant, c'est finalement de voir comment se passe ce mécanisme, et ça va être dépendant beaucoup des substituants autour du carbonyle, et puis aussi les implications, notamment aussi pour la stéréosélectivité, selon qu'on ait par exemple un chélate ou pas qui va se former. Donc on peut imaginer, si le groupement R stabilise beaucoup un radical, qu'on va avoir un couplage radicalaire, et donc on va former ce produit-là. Donc ça, c'est généralement si R est un aromatique. Par contre, si on a des alkyles, on va plutôt privilégier l'addition de ce radical ici sur le carbonyle pour former un intermédiaire de ce type-là, qui est rapidement réduit par le samarium, et donc on forme ce dianion, ou voire même réduction ici en anion et une addition ionique. Ce genre de cas est possible aussi. En ce cas-là, on arrive au même intermédiaire. Donc ça, c'est en intermoléculaire. En intramoléculaire, on va globalement, généralement, privilégier ce type de réactivité B, où le radical ici qui est formé réagit directement sur le carbonyle pour former ce radical alkoxy qui est vite réduit. Bon. Ça, c'est un schéma un peu général. C'est souvent un peu complexifié par les substituants des substrats, notamment s'il y a des fonctions qui peuvent elles-mêmes complexer le samarium et ainsi de suite. Donc voici quelques exemples de couplage pinacolique. Donc là, ce que vous voyez, c'est que globalement, c'est très stéréosélectif, et notamment là dans le cas aussi ici. Et donc, les couplages ici, la stérosélectivité n'est pas forcément la même d'ailleurs quand il y a du HMPA ou pas. Donc, en fait, le HMPA, quand il n'y a pas de HMPA, on va plutôt privilégier des couplages radicaux, mais dans ce cas-là avec un chélate. Donc on va globalement avoir des réactivités de ce type-là. En fait, l'oxygène de l'un va complexer le samarium de l'autre. Donc ça va conduire à la stéréosélectivité qu'on voit ici avec ce ferrosénium. Mais par contre, quand on a du HMPA, alors évidemment ici on minimise quand même l'effet stérique en mettant les deux groupements R en axial, enfin en anti, pardon, pas en axial, en anti. Par contre, si on a du HMPA, le HMPA va casser ces chélates. Et typiquement, le cas suivant est un bon exemple. C'est-à-dire que globalement, on va plutôt privilégier dans ce cas-là une attaque de ce type-là.
Globalement, donc, le radical que l'on forme, en fait, c'est ce radical cétyl, parce que globalement, le carbonyle le plus électrophile, globalement, est celui-là. Il est plus électrophile a priori que celui de l'aldéhyde. Et dans ce cas-là, on va, en fait, donc, comme je dis, on ne va pas avoir forcément un diradical qui va réagir. Et en plus, on va mettre cette liaison riche en électrons en anti de celle-là. Et on va aussi minimiser le facteur stérique en mettant les deux groupements alkyles les plus encombrants en anti. Okay, et donc ça vous conduit au produit que l'on voit ici de façon stéréosélective. Donc c'est là quand même que cette chimie peut être puissante, puisque globalement, là, on arrive à créer 200 stérogènes de façon bien contrôlée. Alors, ce n'est pas le cas ici. Dans ce cas-là, il n'y a pas de sérocontrôle, mais globalement, il y a beaucoup de complexations possibles et, donc, et beaucoup de conformations possibles. Donc, ça conduit à un mélange assez important. Sur le même principe, ici, en fait, donc, ces diastérosélectivités, vous pouvez en fait vous amuser à les retrouver, mais ici, clairement, on passe par des chélates que l'on voit ici. Donc, on fait réagir avec le samarium ce produit en présence d'acrylonitrile, et là, l'addition va être stéréosélective parce que globalement, on a un intermédiaire radicalaire de ce type-là, où on a vraiment un chélate entre le radical cétyl et l'hydroxy qui est là. Mais ici, on est en milieu, on va dire, isopropanol, où globalement, il n'y a pas de chélate qui est formé, et donc on retrouve une réactivité de type ici, comme celle-là, ou qui conduit de façon très diastérosélective à cette lactone. Là, on a aussi un chélate qui est le suivant, et globalement qui nous permet d'avoir là aussi une attaque de l'acrylonitrile de façon stéréosélective, et donc conduire à ce produit ici, globalement en bon rendement, et sous la forme d'un seul diastéréoisomère. Donc, ce qui est très important dans toute cette chimie du samarium, c'est les conditions réactionnelles, le solvant, additif ou pas additif, et ainsi de suite. Bon, je vais peut-être aller rapidement là-dessus, parce que... alors, si, j'ai juste passé... ce qui est important, c'est celle-là, globalement, parce qu'en fait, elle est assez symptomatique d'un point qui est important. C'est que ici, théoriquement, donc là on passe par, on forme ce radical-là. Et donc, on va faire un 5 exo, 1, 2, 3, 4, 5. Et globalement, a priori, on va faire un état de transition pseudo-chaise. Et ce qui est important ici, c'est que, d'après ce qu'on a vu précédemment, c'est que globalement, on serait tenté de mettre le OSMI2 ici, et d'avoir ce radical. Mais comme vous le voyez, en fait, ça ne conduit pas au bon produit, puisque ça vous conduirait à une relation 6 entre ces deux groupements. Okay, dans ce cas-là, en fait, il y a quelque chose qui est important, c'est de voir qu'en fait, on a une répulsion électrostatique très forte, parce qu'ici, vous avez beaucoup d'électrons. Évidemment, vous avez aussi le nuage pi de l'alcène ici. Et donc, cette répulsion électrostatique conduit au fait à privilégier une cyclisation qui va se faire de ce type-là, où on va mettre le OSMI2 en anti de la double liaison, et donc conduire au diastéréoisomère que l'on observe. Okay, donc c'est une grosse différence entre ces cyclisations, on va dire carbonyle oléfine, par rapport à la chimie radicalaire qu'on a vue. Les diastérosélectivités ici sont distinctes, et donc globalement, dès que vous cycliser un radical cétyl sur une oléfine, vous allez plutôt privilégier une orientation en anti, okay, et non pas en syn, comme on avait vu précédemment.
Bon, là, on pourrait écrire un certain nombre de chélates et ainsi de suite. Bon, tout ça pour vous dire qu'il y a pas mal de stérosélectivité. Le contrôle de la stérosélectivité dans ces réactions est très bon. Je vais juste aller là-dessus parce que ça, c'est le samarium tel qu'il a évolué. Parce que finalement, c'est une réaction qui est stoichiométrique. On va voir qu'on peut la faire catalytique, même si les choses avancent doucement. Mais elle a avancé elle-même par des découvertes assez intéressantes. C'est-à-dire que, par exemple, jusqu'à présent, les esters étaient très inertes. Et ce qu'a montré Proctor récemment, c'est que les lactones à 6, et donc uniquement les lactones à 6, par exemple, peuvent être réduites. Il suffit de mettre un petit peu d'eau dans ces réactions et on va arriver au diol ici de façon efficace et très chimiosélective. C'est-à-dire que si sur la même molécule, c'est une lactone à 5, elle ne va pas être réduite. Et ça s'explique par la formation d'un radical stabilisé de façon anomérique. De même, sur ces acides de Meldrum qui n'avaient jamais été réduits, le samarium avec de l'eau va pouvoir permettre de donner ces hydroxyacides, là aussi de façon très très chimiosélective. Ça, c'est des composés de type barbiturique, des acides barbituriques, pareil, très dur à réduire, en tout cas très dur à réduire de façon chimiosélective, parce qu'éventuellement, si vous mettez du LAH et un reflux, vous allez tout réduire. Mais là, globalement, on peut les réduire de façon très très propre et donc conduire à cet aminal. Avec, dans ce cas-là, on met là encore juste de l'eau, et donc on arrive à ces produits. On peut même obtenir une certaine stérosélectivité. Et puis en fait, en allant un petit peu plus loin, on va dire en complexifiant par certains côtés le cocktail, il s'est même rendu compte qu'on pouvait réduire des esters de façon efficace, et pas des esters activés, c'est-à-dire même acycliques. Hein, où globalement, R, il suffit qu'il soit un alkyle ou un aryl pour que ça marche. Et même des acides carboxyliques. Là, vous savez, la réduction des acides carboxyliques est toujours une réaction qui est un peu compliquée. Et là, on peut la réduire en alcool de façon assez propre. Là aussi, par ce mélange ternaire, samarium, triéthylamine, H2O. Donc globalement, c'est une chimie qui évolue beaucoup. Et donc, c'est posé assez rapidement, effectivement, est-ce qu'on peut la rendre catalytique, c'est-à-dire ne pas mettre 2 équivalents de samarium et arriver à quelque chose d'un petit peu plus propre. Donc il y a eu pas mal de travaux, notamment zinc amalgame par Corée, donc dans un tetlet dans les années 80, ou le miche métal. Alors le miche métal, c'est quoi? C'est un mélange de cérium, de lanthanide, de niobium et d'autres terres rares. Et donc, on met 20% molaire, par exemple, de samarium, et on va mettre ce miche métal, et ça va marcher. On peut mettre aussi un mélange de magnésium et de chlorure de triméthylsilyle. Et typiquement, le mécanisme d'un type de ce genre de réaction a été étudié. Je n'ai pas mis la référence, mais c'est des travaux de Flowers. Oui, c'est dommage que je n'ai pas mis. Donc, c'est un JAX de Bob Flowers qui a étudié donc, cette réaction de couplage de ce carbonyle avec cette oléfine pour former ce produit ici. Donc on forme le radical acyle qui cyclise. Et donc on peut arriver à mettre que 10% molaire de samarium, du TMSL, dans le trifluoroéthanol, avec du HMPA et du magnésium comme réducteur. Et donc le principe, c'est que d'abord, on part du samarium, on forme le radical cétyl. Ce radical cétyl, ici, soit va faire son addition ou va faire sa chimie, mais pour que globalement le recycler, il y a une difficulté, c'est que la liaison samarium-oxygène est très stable. Okay, donc il faut quelque chose qui soit très oxophile et qui va en fait prendre la place du samarium. Et généralement, la meilleure solution qu'on a, c'est de mettre par exemple du chlorosilane. Mais lui, ce qu'il a remarqué, c'est que même dans ce cas-là, le chlorosilane tout court n'est pas suffisant. Il faut l'activer avec un donneur de protons, type le trifluoroéthanol, qui en fait rend ce chlore très très labile. Donc on forme l'éther silylé, ça relibère le samarium, qui du coup, là c'est le samarium 3, qui va être réduit par le magnésium. Et puis donc on peut refaire un tour comme ça. Alors au départ, on part d'un système, on a de l'iode sur le samarium, et petit à petit, avec le TMSCl qui réagit, on a de plus en plus de chlorure. Et donc à la fin, on finit avec un catalyseur qui est plutôt du samarium 2 chlorure, qui est d'ailleurs assez réducteur. Mais donc le principe ici, et en fait c'est un principe qui va être assez général, c'est quand on a des liaisons oxygène-samarium qui sont formées dans la réaction, il faut casser cette liaison oxygène-samarium pour libérer le samarium 3 et trouver ensuite le bon réducteur pour le faire.
Oui, donc, oui, je voulais rajouter quelque chose. Oui, alors dans le niche métal, en fait, il n'y a pas besoin de rajouter justement ce chlorosilane parce qu'en fait, ces dérivés-là sont eux-mêmes assez oxophiles et vont pouvoir prendre en charge le samarium. Alors on peut faire aussi de l'électrochimie pour faire ça, parce qu'en fait il suffit d'imaginer de faire un don d'électrons, et donc les travaux les plus récents et finalement peut-être les plus aboutis, là c'est de Mohamed Mella à Orsay. Alors ce que j'ai oublié de dire, c'est que toute la chimie de Kagan, Henri Kagan, qui d'ailleurs a commencé sa carrière ici au Collège de France, en fait cette découverte là, du samarium d'iodure, ça a été faite à l'université d'Orsay. Et donc il y a cette tradition du samarium qui se perpétue là-bas. Et globalement, l'idée, c'est d'avoir une réduction ici à la cathode en utilisant une cathode de samarium qui va donner donc un électron au samarium 3 pour engendrer le samarium 2. Alors, le fait que ça soit une cathode de samarium est un peu fortuit. Il se trouve que c'est celle qui marche le mieux, mais ils ont essayé d'autres types d'électrodes. Mais globalement, donc le principe est le suivant. On a d'abord une préélectrolyse qui va nous permettre en fait de manger un peu du samarium pour l'oxyder et former du SMI2. Et puis une fois qu'on a en fait le SMI2 est formé, on fait par exemple le couplage phenacolique, on met du TMSCl qui relibère donc le samarium 3 comme tout à l'heure. Mais là du coup maintenant on va avoir une réduction ici à la cathode et donc on peut partir comme ça. Et donc globalement voici les réactions qu'il a pu faire. Il a pu coupler par exemple cette imine en diamine. Une réaction ici un peu de type Reformatsky avec le samarium, toujours en conditions électrochimiques, et puis également formation de cette lactone, où globalement on forme le radical cétyl ici qui s'additionne sur l'acrylate. Alors il y a d'autres travaux, hein. Il y a eu ces travaux-là, il y avait eu des travaux d'Elisabeth Dunac et Perrichon dans les années 90. Je ne présenterai pas dans le détail, mais qui était assez intéressant. Et puis aussi cette étude récente par un groupe américain. Et donc c'est une autre voie, comme les électros, on va dire l'électrochimie arrive dans beaucoup de laboratoires de synthèse, c'est clairement des procédés à envisager. Une autre étude assez intéressante, c'est que là, j'ai envie de dire, c'est catalytique un petit peu par chance, c'est que globalement, on peut avoir des réactions qui relibèrent le samarium 2 sans qu'on ait besoin d'agir de façon extérieure. C'est ce qu'a montré en fait Proctor dans ce type de cascade ici, où globalement, il part d'un substrat de ce type-là, qui va être réduit par le samarium. Le radical cétyl en fait s'ouvre, on forme ce radical qui cyclise, et puis ensuite recyclisation. Et en fait, le radical qui est cétyl ici libère assez facilement son samarium 2 pour refaire un tour. Donc on a un échange de samarium ici entre ce radical cétyl et ce dérivé carbonyle. Donc globalement ici, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de samarium, ça tourne tout seul. Et d'ailleurs, ça suggère que peut-être certaines réactions où il y avait un gros loading de samarium aurait pu être peut-être tenté en catalytique, parce que finalement, il y a peut-être d'autres types de séquences qui permettent de faire ça. Et donc, on peut transformer cette réaction intramoléculaire en réaction intermoléculaire et former, par exemple, ce genre de dérivé où il n'y a pas de réducteur, il n'y a pas d'additif, donc ça tourne tout seul avec 10-20% de samarium. Voilà. Et donc on va passer à un autre réducteur qui a été beaucoup utilisé aussi et qui continue à être utilisé d'ailleurs de façon non négligeable. C'est en fait les titanocènes 3 qui reposent eux sur un couple donc titane 4, titane 3. Le samarium diodide, on l'a vu, c'est samarium 3, samarium 2. Mais là globalement, donc la différence ici de ces titanocènes, c'est que globalement, donc le réactif de base, en fait, c'est le CP2-TiCl2 qu'on va réduire, donc qui est un complexe de titane 4, on va le réduire. On va former cet agent ici qui est un titane 3 et qui est un excellent donneur d'électrons. Excellent donneur d'électrons, mais beaucoup moins réducteur que le samarium. Hein. Là, on est au-dessus de moins 1 volt, donc ce n'est pas très, très réducteur. Mais par contre, c'est un très bon acide de Lewis. Okay, donc en fait, ça va se complexer à certaines fonctions, et notamment les époxydes, de façon très efficace. Et donc cette complexation
appauvrit les liaisons carbone-oxygène et donc elles vont être facilement réduites. Donc les inventeurs de ce type de cette chimie, initialement, c'était Nugent et Rajan Babu qui travaillaient à DuPont, à Wilmington, là, dans le Delaware, qui était un centre de recherche incroyable, où il y a eu beaucoup d'inventions de chimie d'ailleurs. C'est fait partie de ces centres vraiment industriels qui étaient pratiquement des centres universitaires, tellement il y avait de recherches qui étaient faites. Donc ici, par exemple, on peut ouvrir cet époxyde ici et hydrogéner dans cette position. Il y a aussi l'autre régioisomère. On va revenir sur le problème de la régioisomérie dans la slide suivante. Et le donneur d'hydrogène, dans ce cas-là, c'est ce cyclohexadiène. Okay, mais on peut aussi, en fait, réduire le radical qui est là et former un organo, si je puis dire, titanique, ou Tita, je ne sais pas quoi, mais bon, bref, et donc qui va éliminer et former la double liaison ici. Alors, ce qui est important, donc, première invention dans les années 80, et il y a donc Andreas Gansauer à l'Université de Bonn, lui a vraiment beaucoup travaillé dans cette chimie en apportant un certain nombre de modifications. Alors là, déjà, le premier problème, c'est la régiosélectivité de l'ouverture. Donc, on forme le titane 3. Alors, ce réactif, c'est assez facile, c'est comme le samarium, il y a une signature, le samarium hideux, si vous savez si vous l'avez, si c'est bleu. Ici, ça va être simple, le titane 3, vous savez si vous l'avez, s'il est vert. Vous partez du titane 4 qui est rouge, vous mettez un réducteur, manganèse ou zinc, et vous formez votre titane 3. Et une fois qu'il est formé, alors vous pouvez aussi le former in situ, hein, bien sûr, mais vous pouvez aussi isoler le complexe. Une fois que vous avez votre complexe, donc de titane 3, c'est un acide de Lewis puissant, il va se complexer un acide de Lewis, mais globalement, il est très volumineux, et ça c'est extrêmement important, et globalement, l'ouverture qui va être la plus favorable, c'est l'ouverture qui minimise le clash ici stérique, parce que ce clash stérique est assez important, et donc globalement, vous ouvrez de cette façon pour former le radical ici qui est le plus substitué. Alors l'argument qu'on pourrait dire, oui, mais on forme aussi le radical le plus stable, mais en fait, ça ne semble pas être le bon argument. Le bon argument, c'est réellement minimiser cette contrainte ici stérique entre le titane et la chaîne alkyle pour conduire à ce radical qui est le moins substitué. Donc une fois qu'on a fait ça, vous allez voir, on peut faire pas mal de chimie avec. Donc là aussi, il y a des revues. L'électrochimie de ces complexes a été étudiée par Dashberg et Skridstrup au Danemark. Et voici quelques applications, mais sachant qu'il y en a plein d'autres. On peut par exemple donc ouvrir cet époxyde et former ce type de cyclopentanol. Alors là, on revient sur des stéréosélectivités qui sont celles qu'on a vues précédemment. Hein. C'est-à-dire que le dérivé 6 est majoritaire, donc ça c'est logique. Si on met deux équivalents du titane, ben, là on peut piéger par un électrophile, donc là aussi on peut faire des réactions de crossover. On peut arriver à des molécules assez fonctionnalisées, ça c'est un précurseur d'un produit naturel, le cératopicanol. Et puis on peut aussi, si on a l'iodure qui est formé comme il y a un O- ici, il peut substituer en intramoléculaire, c'est une substitution nucléophile intramoléculaire, on peut faire un surcycle à oxygéner. Ça, c'est une réaction assez intéressante parce que globalement, ici, le radical qui est là, en fait, libère le titane 3 et donc on peut globalement marcher en catalytique ici. On réduit in situ le titane 4 pour former le titane 3, mais on fait une substitution molytique sur l'oxygène qui expulse le titane 3. Donc on peut arriver à des hétérocycles ici oxygénés. Alors là aussi, c'est la question de se poser, même si le titane fait partie des métaux où les contraintes de ressources sont un peu moins fortes, est-ce qu'on peut faire tourner ces réactions en catalytique? Et donc la réponse est oui. Donc d'une façon générale, on va partir d'un système titane 4. In situ, on a un réducteur, donc souvent zinc ou manganèse. On forme le titane 3. Le titane 3 ouvre l'époxyde de façon régiosélective. Imaginons qu'ici on fasse une réduction du radical, on forme ce dérivé-là. Et donc là on arrive à ce composé-là où on a cette liaison oxygène-titane et on se retrouve avec le même problème que tout à l'heure, cette liaison est très stable. Donc si on veut réduire le titane, il faut casser cette liaison oxygène-titane. Et donc la meilleure façon de le faire, c'est de mettre un acide relativement
pas très fort, qui est le collidinium ici, donc qui est cette amine protonée. Et puis donc, globalement, on forme le titane 4, puis on relibère l'alcool, et ainsi de suite. Et lui, il est réduit par le réducteur, et ça peut tourner comme ça. Et donc, c'est des réactions qui marchent bien avec un loading initial de titane de l'ordre de 10% molaire, ou ainsi de suite. Donc, c'est quand même assez intéressant. Évidemment, on fait ça sous argon, de façon assez propre. Et puis l'autre amélioration très importante qu'a apporté Andreas Gansauer, c'est qu'on peut évidemment jouer avec les ligands du titane, parce que là, il y a une modulation qui est possible. Alors, modulation soit électronique, il n'y a pas eu énormément de choses là-dessus, mais par exemple, en ce moment, modulation éventuellement photochimique, parce que ça, en fait, ces complexes ont aussi une photoactivité, ça, on le verra plus tard. Mais là, la modulation apportée, c'est en fait qu'on peut les rendre, on peut mettre des ligands chiro, et donc on peut faire de la catalyse asymétrique avec ces titanium, ce titane 3, et ici, on porte un composé méso, et on va avoir une ouverture, on va désymétriser le méso, et donc on va obtenir qu'un seul énantiomère très très majoritaire, où globalement on ouvre l'époxyde ici et on l'hydrogène ici. Et donc globalement, en introduisant donc des ligands chiro, on peut ouvrir de façon énantiosélective ces époxydes méso. Alors, dans la mouvance de se débarrasser des hydrures d'étain, il y a évidemment eu toute cette chimie classique, toute cette utilisation des métaux, mais aussi, pourquoi pas, des donneurs organiques. Et donneurs organiques, un des premiers travaux frappants, ça a été par John Murphy à Glasgow, qui a utilisé ce TTF, donc ce tétratiafulvalène. Alors, pour réduire une fonction qui est facile à réduire, qui est un diazonium. Ça, c'est au niveau des potentiels, là, c'est quelque chose qui est très facile à réduire, on est environ à 0 volts. Ça, c'est moyennement réducteur, mais néanmoins, le principe est intéressant, parce que globalement, on a un don d'électrons ici, on forme évidemment ce radical intermédiaire qui perd du N2, qui forme le radical aryl, qui cyclise, et là aussi, on a un crossover, puisque maintenant, ce radical ici se recombine avec ce radical cation, et puis donc on passe par cet intermédiaire ici, où globalement on a un groupement partant, tout simplement, et puis donc on peut cliver cette liaison carbone-soufre et donc former ce genre de dérivés. Donc c'est des travaux quand même finalement qui ont déjà plus de 20 ans et finalement qui étaient assez précurseurs, parce que globalement on revient pas mal sur ce type de chimie, et en plus un des gros avantages malgré tout, c'est qu'on n'en met que 20% molaire. Okay. Donc, John Murphy a considéré cette échelle de potentiel et s'est dit, moi j'arrive à réduire ce genre de dérivés, comment on peut aller vers des dérivés beaucoup plus difficiles à réduire? Alors déjà, quelle est la driving force de cette réduction? C'est qu'en fait, quand on passe du TTF et qu'on fait un don d'électrons, en fait, globalement, on développe une aromaticité ici dans ce cycle. Ici, on va avoir de délocalisation de 6 électrons. Et donc, globalement, c'est ça qui va aussi aider qui est une bonne driving force. Et donc, le truc, c'est que là, on est limité par la structure, mais on peut évoluer vers des super electron donors, donc des SEDS. Et donc, ces SEDS vont être en fait issus de cette amine, donc la tétra-kis-diméthylaminoéthène, donc amine, donc cette TADE, qui va être la source de plein d'autres réducteurs, des électron donneurs beaucoup plus forts. Donc là, vous voyez déjà au niveau des potentiels, on est beaucoup plus réducteur. Donc voici tous les SEDS qui ont été développés dans les années 2010, on va dire. Et donc on arrive quand même à des molécules qui peuvent être très très réductrices, moins 1,50 volts, et qui peuvent conduire à des réductions de certains halogénures. Et donc il y a encore pas mal d'évolutions là-dessus sur ce domaine. Mais c'est aussi intellectuellement assez stimulant d'arriver à ces systèmes qui peuvent en fait globalement faire ce que des métaux peuvent faire. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Le deuxième cours, je vais passer sur l'oxydation, où il y aura un petit peu moins de choses, mais je pense que autant ne pas s'arrêter. Donc on parlera
notamment pas mal de la chimie du manganèse 3, qui elle aussi est une chimie d'ailleurs de façon assez intéressante, encore utilisée beaucoup en synthèse totale, principalement stoichiométrique d'ailleurs. Et on évoluera doucement vers l'organocatalyse qui nous mènera en fait à la catalyse photoredox. Mais donc pour aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter à la réduction, qui a toujours été développée de toute façon, globalement, de façon efficace, en premier par rapport au processus oxydatif, qui ont toujours du mal à être très très sélectifs. Donc voilà, je vous remercie de votre attention.